Et bonjour et bienvenue à ces rencontres interuniversitaires ESS à Bordeaux 2022. Je suis en compagnie de Sébastien Chailloux-Gillette. Salut, ça va? Bonjour, ça va très bien. Super, eh ben, merci d'être là. Tu es venu nous parler de l'atelier que tu fais en ce moment, que tu vas faire même, Tout à fait. dans ce cadre de ces rencontres. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vas faire? Oui, en fait, je vais venir ici pour présenter un petit bouquin et un peu sous l'idée, le concept qu'il y a derrière. Donc le livre s'appelle Un autre monde est possible, avec un jeu de mots, parce que c'est notre, l'article possessif qu'on utilise, en référence notamment, alors pas tant à la campagne Jean-Luc Mélenchon, on avait eu l'idée avant, Oui, j'y ai pensé tout de suite. mais au slogan d'attaque, historiquement, Ok, dans sa oui. création, qui était déjà un autre monde est possible. Avec cette idée, en fait, le concept qu'on essaie un peu de remettre, de rediscuter en tout cas, c'est celui de citoyenneté économique et de comment est-ce que cette idée de l'extension de la citoyenneté à des questions économiques est peut-être en tout cas une approche intéressante pour élargir la place de l'ESS dans la société et en faire non pas un mode économique un peu à côté d'autres ou concurrents ou réparateurs selon un peu la Oui, manière tu dont on veux le un peu perçoit. repolitiser Voilà. le truc. D'accord. Et surtout en faire quelque chose qui soit pas une réserve d'Indiens, avec des gens très convaincus entre eux qui utilisent leur langage, mais de se dire l'économie socialiste, ce n'est jamais que l'expression de la citoyenneté dans un champ supplémentaire, élargi, qui est celui de l'économie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une compagnie d'assurance où on achète une prestation pour s'assurer sa voiture, on adhère à une mutuelle et on a quelque part la même prestation. On espère meilleur, mais on a la même prestation. Par contre, ce qu'on a en plus, c'est un droit de vote, alors que D'accord. et donc la possibilité d'exprimer sa citoyenneté sur des sujets sur lesquels normalement la société capitaliste classique ne s'attend pas à ce qu'on donne notre avis. Ok. Tu as dit un mot là que j'ai trouvé intéressant. Tu as dit tout à l'heure que comment on fait pour ne pas rester entre soi dans une réserve. Est-ce que tu as l'impression des fois que que un peu spontanément on peut s'enfermer dans des tous le même langage, dans un truc par exemple là, c'est vrai qu'on est dans un cadre de rencontre interuniversitaire, quelque chose d'assez technique. Et c'est vrai que des fois on peut un peu se perdre. Est-ce que tu as, l'impression des fois que c'est un peu difficile d'essayer d'ouvrir cet univers-là? Bah, moi, bon, professionnellement, je suis directeur d'une CRES, une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, celle d'Île-de-France. On fait beaucoup de plaidoyer autour des politiques publiques. C'était d'ailleurs le thème de la plénière qu'on avait là. Évidemment, on peut avoir une tendance à jargonner, j'ai envie de dire comme un peu toute spécialité. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et ça peut être un peu enfermant. Je pense normalement, de par les objets qui sont les nôtres, les initiatives citoyennes, les associations de terrain, etc., je pense qu'on a toutes les ressources pour ne pas être une réserve d'Indiens et ne pas s'enfermer entre nous. Par contre, oui, c'est toujours un risque. Et quelque part, plus il va y avoir plus il va y avoir de politique, plus l'ESS va être reconnue et soutenue, et plus elle va avoir une tendance à s'institutionnaliser. Et justement, c'est là où la question, encore une fois, de la Ouais. citoyenneté économique est intéressante, parce qu'elle nous dit, OK, il ne s'agit pas simplement de faire croître quelques entreprises de l'ESS identifiées, ou de mesurer juste l'ESS avec un pourcentage de PIB ou un nombre d'emplois. C'est aussi de regarder quel potentiel il donne d'expression aux citoyens, une autre manière de faire de la politique, et que c'est aussi un indicateur qui est intéressant pour justement éviter ce fait de s'enfermer, être voilà, un petit club avec ses règles, ses gourous, des fois aussi un peu, et ses Oui, références. ouais, c'est essentiel. Et tu as parlé tout à l'heure, quand tu parlais de citoyenneté économique, justement, tu as parlé donc de l'exemple des mutuelles. Est-ce que tu aurais un exemple d'actions qui se sont passées, que tu as essayé de pousser pour amener des gens à prendre en main, par exemple, je sais pas, par le biais d'une monnaie locale ou par d'autres choses? Alors, les exemples un peu, si je prends un peu l'exemple un peu classique et facilement compréhensible, il y a souvent en ce moment un mouvement, il y a peut-être d'autres personnes qui en ont parlé, que celui des licornes avec deux O, Ok, qui est en fait une fédération de coopératives qui s'inscrivent dans répondre à un besoin social qu'aujourd'hui les services publics ne couvrent plus. Les plus connus, ça va être Enercop sur l'énergie, d'accord, oui. Railcoop avec la tentative de relier par un train Lyon et Bordeaux notamment. Et donc, c'est comment est-ce que des collectifs citoyens vont se dire, bah en fait, puisque c'est ouvert à la concurrence, puisque ce n'est plus un monopole public, très souvent les gens le réclameraient que ça soit un monopole public et que ça soit la puissance publique qui le mette en place, mais puisque c'est ouvert, il n'y a pas de raison qu'on laisse que quelques acteurs capitalistiques se gaver sur un marché et voir comment est-ce que nous, on peut auto-organiser les usagers D'accord. pour faire ça. Et donc, je pense que c'est l'exemple les plus emblématiques, mais dans la même philosophie, vous retrouvez des AMAP, c'est un peu la même Oui. idée, des crèches parentales, c'est un peu la même idée. Voilà, c'est comment est-ce que les citoyens se saisissent d'un objet économique,
la gestion d'un service, s'il n'est public, en tout cas collectif, pour trouver une réponse à leurs besoins. D'accord. Et du coup, tu disais... pardon, excuse-moi, j'ai un bug. Tu parlais du coup de reprendre le pouvoir et la question que je me suis posée tout de suite, ah mince, quel enfer. Je suis désolé, j'ai un bug. En plus, je voulais partir sur un élargissement politique. Tant pis, c'est pas grave. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de ton rapport avec l'ESS du coup? Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé à travailler avec? Justement, en fait, ça fait un peu le lien. Donc, je disais, le bouquin qui est un peu le prétexte qui m'a fait venir là, même si je m'intéressais déjà au RUSS, j'en avais déjà participé en simple participant avant. C'est justement de voir comment est-ce qu'on est projeté dedans et comment est-ce qu'on s'y intéresse. Et en fait, ça a été avec Stéphane, qui en a écrit ce bouquin, on a un peu le même parcours. On vient tous les deux du monde étudiant, du syndicalisme étudiant, du monde associatif étudiant. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des coopératives dans le monde étudiant pour justement répondre à des problématiques qu'on avait, que les étudiants aujourd'hui connaissent encore, je pense, problèmes de logement, fermeture de services publics, de crous, de choses comme ça, de restaurants universitaires. Et donc, comment on s'auto-organise pour apporter une réponse à ce service-là. Et en fait, on a fait de l'ESS sans le savoir. Pour nous, la coopérative, c'était juste un outil d'organisation qu'on avait sous la main. Et puis, en fait, on était de plus en plus engagés, militants de cette forme-là. Et moi, ensuite, lui, il a continué dans l'ESS, puis aujourd'hui, avec un mandat électif. Et moi, aujourd'hui, je suis directeur d'une CRES, donc qui a le rôle de porter un peu la parole des structures de l'ESS. Et à côté de ça, je suis resté, on va dire, engagé aussi. Je suis délégué dans la mutuelle qui est la mienne. Je suis investi dans un projet de tiers-lieu. J'essaie justement de faire vivre un peu ça en disant c'est une manière d'habiter le monde un petit peu autrement, l'économie sociale et solidaire. C'est bien sûr pour plein de gens simplement un boulot et c'est très bien, ou simplement un cadre d'implication et d'engagement. Mais moi, je le prends justement comme quelque chose d'un peu plus large et qui est une autre manière d'habiter l'endroit où on est. D'accord, j'ai retrouvé ma question, c'est bon. Allons-y. Et en plus, ça pourrait être la question de fin pour élargir un peu. Parfait. Donc, tout à l'heure, tu parlais du fait que les services publics, tu constatais que les services publics n'exerçaient pas les mêmes pouvoirs qu'avant, donc il faut s'organiser de cette manière, c'est ce que tu expliquais. Est-ce que tu penses que du coup, Enercop et toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne sont que temporaires, et du coup, à terme, il faut reprendre le pouvoir sur l'État et donc que l'État reprenne le pouvoir sur le service public, ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément souhaitable et qu'il vaut mieux développer ces choses-là et donc que l'État soit moins puissant mais que les citoyens aient vraiment la main dessus? Vaste question, révolution, autogestion. Non, mais il reste 2 minutes. Pour faire très très simple, je pense qu'en fait, dans un monde idéal, oui, il faudrait un État soucieux de l'intérêt général, exempt de toute forme de corruption ou de népotisme, dédié à l'intérêt général, qui gère tout un certain nombre un pourcentage après qui peut se discuter de l'économie, etc. Mais déjà, le fonctionnement des services publics, même quand c'était des services 100% publics, a déjà révélé que tout n'était pas parfait. Je pense qu'on en a vu plusieurs exemples. Et du coup, je pense que ça interroge aussi sur l'idée de, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu l'objet quand on parle de citoyenneté économique, qui a besoin de se dire que des expériences comme Enercop, comme RICOP ou comme d'autres sont pas... je pense pas que demain, il faut remplacer la SNCF par RICOP. La question n'est pas celle-là. Par contre, c'est de se dire si demain, et il faut le souhaiter, il y a un monopole public qui s'organise sur ces questions essentielles pour la transition écologique que sont l'énergie ou le transport, à mon avis, il sera intéressant de s'inspirer de ce qu'ont été ces coopératives pour voir quelle place on donne aux usagers, par exemple, dans ces services publics-là. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse se dire un service public, oui, c'est bon, comme il y a un ministre qui rend des fois des comptes devant l'Assemblée nationale qu'on élit une fois tous les 5 ans, c'est bon, c'est démocratique. Oui. Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin d'insuffler plus de citoyenneté, plus de démocratie dans nos services publics. Petite parenthèse, c'est déjà le cas dans les universités, par exemple. Il y a des élections avec des représentants. Et après, ça peut se discuter, c'est pas un service public qui est dysfonctionnel. Ouais, et puis finalement, l'État peut exister toujours tout en étant avoir une vraie politique, une vraie politique, mais organisée différemment pour laisser des espaces à minima de concertation et d'écoute, à maxima de gestion par les principaux intéressés. Très bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour tes réponses. Nous, on se retrouve une fois de plus pour d'autres interviews et d'autres rencontres interuniversitaires à Bordeaux. Merci beaucoup.